Bienvenue à cette nouvelle exploration pour The Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à une question assez clé pour la performance sportive, surtout dans un sport aussi dynamique que le volleyball. Comment on optimise l'entraînement pour qu'il soit vraiment efficace pour toute l'équipe? Mhm. On sait bien que chaque athlète est différent, alors comment s'assurer que le programme y profite vraiment à chacun? C'est une excellente question. Pour creuser ça, on va s'appuyer sur une étude scientifique, une étude assez pointue. Alors le titre: L'impact des interventions d'intervalles basées sur la course et les sauts en contrebas, sur la condition cardio-respiratoire et la puissance anaérobie des joueurs de volleyball universitaire. C'est un peu long comme titre. Oui, attends, j'ai pas fini. Une analyse comparative de la variabilité interindividuelle des réponses adaptatives. Voilà. Ah oui, ça pose le sujet. C'est un article qui a été publié en 2024 dans le Journal of Sport Science and Medicine, le volume 23, page 863 à 871. Et les auteurs, ce sont Xiufang Zhao et Mingyang Lu de l'université de Putian, en Chine. D'accord. Notre mission, là aujourd'hui, c'est de décortiquer cette recherche. On va regarder comment deux types d'entraînement fractionné de haute intensité, le fameux IIIT, Le HIIT, oui, un basé sur la course, l'autre sur des sauts spécifiques, des drop jumps, comment ça impacte la condition physique et la puissance des volleyeurs. Mais au-delà des moyennes de groupe, on va surtout se pencher sur ce que l'étude dit de la consistance des résultats. la variabilité. Exactement. Est-ce que ces méthodes donnent les mêmes bénéfices à tout le monde ou est-ce que certains explosent et d'autres stagnent? On va essayer de rendre ça clair même si c'est un peu scientifique. Non mais c'est une super approche. Parce que le volley, c'est vraiment le sport intermittent par excellence, quoi. On alterne constamment des efforts très très brefs mais hyper intenses. Les sprints, les sauts. Voilà, les sprints pour une balle courte, les sauts explosifs au bloc à l'attaque, les changements de direction hyper rapides en défense, et tout ça entrecoupé de périodes de récup assez courtes. Souvent, c'est juste le temps entre deux points. Quelques secondes d'efforts intenses, puis hop, on récupère un peu. C'est ça. Typiquement, les efforts durent quelques secondes, mais les moments clés peuvent être très très exigeants. Du coup, l'enjeu pour l'entraîneur, c'est de développer à la fois la capacité à répéter ces efforts intenses, ça demande une bonne base aérobie pour récupérer en fait, et puis la puissance pure pour que chaque action soit décisive. Logique. Et le HIIT, il est devenu hyper populaire justement parce qu'il promet d'améliorer un peu ces deux aspects en même temps, et souvent en plus en peu de temps. Mais la question de savoir si tout le monde en profite pareil, ça c'est fondamental pour la cohésion, pour la progression de l'équipe. Exactement. Alors, allons-y, entrons dans le vif de cette étude. Elle compare donc deux protocoles, iChat sur Sysmer. Comment s'étaient structurés concrètement ces entraînements? Alors, les chercheurs ont mis en place deux protocoles bien distincts, mais avec une structure de base commune. Les joueurs s'entraînaient 3 fois par semaine avec une de ces méthodes iCheat. C'était en plus de leur entraînement de volley habituel, bien sûr. D'accord. Et un truc notable, c'est que chaque séance iCheat était hyper courte, seulement 11 minutes. Ah oui, 11 minutes, c'est rapide. Donc un ratio travail-repos de 1 pour 1. Classique. D'accord. Le premier groupe, c'était la course par intervalle running. Là, l'intensité était très très précisément contrôlée et surtout individualisée. Chaque joueur devait courir sur un tapis roulant à 120% de sa VO2 max. La VO2 max, rappelle-nous ce que c'est. Oui, alors la VO2 max, c'est la vitesse minimale à laquelle on atteint sa consommation maximale d'oxygène. C'est un indicateur clé de la capacité aérobie maximale. Et courir à 120% de cette vitesse, c'est un effort vraiment très intense. Anaérobie en fait. Mais l'intensité est relative aux capacités de chacun. Ça, c'est un point super important. D'accord, donc très intense mais calibré pour chaque joueur. Et le deuxième groupe, les sauts. Le deuxième groupe, oui, c'était les sauts par interval jumping. Eux, ils faisaient des drop jumps répétés. Le drop jump, c'est ce saut où on se laisse tomber d'une hauteur et dès qu'on touche le sol, paf, on rebondit le plus haut et le plus vite possible. Ah oui, je vois, c'est très pliométrique ça. Exactement. C'est connu pour développer la puissance, l'élasticité musculaire. Et là aussi, il y avait une individualisation importante. La hauteur de la plateforme de départ, elle n'était pas la même pour tout le monde. Ah, comment ils ont fait ça? Lors de tests avant l'étude, ils ont déterminé pour chaque joueur la hauteur de chute optimale, celle qui lui permettait de générer la puissance maximale lors du rebond. D'accord, malin. Oui. Et pendant les 15 secondes d'effort, les joueurs devaient faire 9 de ces drop jumps. Ils sautaient d'une boîte au sol, puis ils rebondissaient direct sur une autre boîte placée à 1 mètre devant avant de revenir. Le rythme était donné par un métronome audio. 9 sauts en 15 secondes. Ça fait un sacré rythme, hein?
Ah oui, ça fait quand même quasiment 200 sauts, 198 pour être précis, par séance de 11 minutes. C'est intense. D'accord, donc on a deux approches IIT, très différentes dans leur nature. Une plus métabolique avec la course, l'autre plus neuromusculaire avec les sauts. Mais les deux sont intenses et individualisés sur un aspect. Et qui étaient les participants? Et surtout, qu'est-ce qu'ils ont mesuré pour voir les effets? Alors, les participants, c'était 24 joueurs de volley universitaires. Tous des hommes, expérimentés, avec au moins 50 pratiques. Ils jouaient au niveau provincial en Chine, donc c'est déjà des athlètes entraînés, pas des débutants. Important, oui. Et ils ont été intelligemment appariés selon leur poste de jeu, passeurs, central, attaquants, libéraux, avant d'être répartis au hasard dans un des deux groupes, course ou saut. Ça, c'est bien pour s'assurer que les groupes sont comparables au départ. Bonne méthodologie. Oui, et pour évaluer l'impact, ils ont utilisé une batterie de tests assez complète, faite avant le début et juste après les 6 semaines d'entraînement. Ces tests couvraient plusieurs domaines. Premièrement, Vas-y. la VO2 max, et aussi deux seuils ventilatoires, VT1 et VT2, qui donnent une idée de l'endurance à des intensités plus basses. Mhm. Ils ont même regardé le cœur, le débit cardiaque maximal, Qmax, combien de sang le cœur pompe par minute au max, et le volume d'éjection systolique maximal, SVmax, combien de sang est éjecté à chaque battement. En gros, est-ce que le moteur aérobie et la pompe cardiaque se sont améliorés? D'accord, très complet sur le cardio. Et ensuite? Ensuite, la puissance anaérobie, essentielle pour les actions explosives au volet. Ils ont utilisé le test de Wingate sur vélo, 30 secondes à fond contre une résistance. Ça mesure la puissance de pointe, la PPO, genre la capacité à mettre un gros pic de force sur un smash, et la puissance moyenne, la PO, la capacité à tenir une puissance élevée sur ces 30 secondes. Ok, logique pour le volet. Et le troisième type de mesure? Le troisième, c'était les capacités motrices spécifiques au volet. Des trucs très concrets. La vitesse de sprint sur 20 mètres, l'agilité avec le test EMAT, le Modified Agility T-Test qui simule bien les déplacements latéraux avant-arrière du volet. Ah oui, le TT, je connais. Voilà, une version modifiée. Et bien sûr, la détente verticale, avec deux types de sauts, le Squat Jump, SJ, départ accroupi sans élan, et le Counter Movement Jump, CMG, le saut classique avec contre-mouvement. D'accord, là on est vraiment dans le spécifique volet. Effectivement, une évaluation très très large. On mesure le moteur, la capacité à sprinter, à changer de direction, à sauter. Alors, après ces 6 semaines intensives, qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ces petites séances de 11 minutes, 3 fois par semaine, ça a suffi pour faire progresser ces joueurs déjà entraînés? La réponse courte, c'est oui. Et de manière assez impressionnante, en fait. Les deux protocoles, que ce soit la course ou les sauts, ils ont conduit à des améliorations statistiquement significatives sur quasiment tous les paramètres mesurés. Ah bon? Partout, quasiment. Les joueurs des deux groupes ont vu leur VO2 max grimper, leur VVO2 max augmenter, leur seuil ventilatoire s'améliorer, leur fonction cardiaque, Qmax et SVmax, est devenue plus performante. Ils ont aussi gagné en puissance anaérobie, PPO et APO. Ils sautaient plus haut, SJ et CMJ. Ils étaient plus agiles, meilleur temps au mat et plus rapides sur 20 mètres. Incroyable. Oui, les tableaux dans l'article, les tableaux 1 et 2, sont assez clairs là-dessus. Donc, premier message important, ces formes courtes de HIIT, ça fonctionne pour améliorer un large spectre de qualité chez des volleyeurs universitaires. C'est déjà une confirmation super intéressante. Si peu de temps d'entraînement spécifique peut avoir un tel impact global. Mais bon, on s'en doute, il doit y avoir des nuances. Est-ce qu'une méthode était meilleure que l'autre pour certaines qualités? On pourrait imaginer que s'entraîner à sauter, ça rend meilleur en saut, par exemple. Ton intuition est confirmée par les données. C'est là que le fameux principe de spécificité de l'entraînement, il se manifeste clairement. Il y a eu des différences notables entre les deux groupes sur les gains dans certains domaines. Ah, raconte. Le groupe saut par intervalle, eux, ils ont une amélioration significativement plus importante de la hauteur de saut vertical, que ce soit le squat jump ou le counter movement jump, que le groupe course. Les stats montrent une différence très nette, P égale 0,001 pour les deux. Ok, donc s'entraîner à sauter fait plus sauter. Logique. Voilà, c'est logique, mais c'est quantifié. Inversement, le groupe course par intervalle a montré une amélioration significativement plus marquée de la vitesse de sprint sur 20 mètres comparée au groupe saut. Là, P égale 0,002. Pareil, la spécificité. Exactement. S'entraîner à courir vite, à haute intensité, ça améliore plus spécifiquement la capacité à sprinter. Logique implacable. Donc, si la priorité, c'est la détente,
Les drop jumps semblent plus efficaces. Si c'est la vitesse de course pure, les intervalles de course sont supérieurs. Mais pour les autres aspects, comme l'agilité ou la puissance sur vélo, il n'y avait pas de différence significative entre les deux méthodes. C'est exactement ça. Pour l'agilité, le test MAT et la puissance anaérobie générale mesurée au Wingate, PPO et APO, les deux groupes se sont améliorés de manière significative par rapport au départ. Mais l'ampleur de l'amélioration était similaire entre le groupe course et le groupe saut. On dirait que ces deux formes de Hitaishi stimulent ces qualités de façon comparable. D'accord, donc efficacité globale des deux et une spécificité claire pour le saut et le sprint. Mais comme on l'a dit au début, l'étude, elle s'est pas arrêtée là à ces moyennes. Elle a voulu explorer cette fameuse consistance des résultats. Comment ils ont fait ça? C'est vraiment là, je trouve, que l'étude apporte une perspective originale. Ce qui est fascinant ici, comme tu disais, c'est cette analyse de la variabilité interindividuelle. Les entraîneurs, ils le savent bien. Tu proposes le même entraînement à toute l'équipe, et pourtant, Ben oui, certains joueurs vont répondre de manière spectaculaire, d'autres vont progresser juste un peu, et parfois certains ne progressent pas du tout, ou même régressent. On parle de responders et de non-responders. oui, le cauchemar des coachs. Exactement. Donc pour aller au-delà de la simple moyenne, les chercheurs ont voulu savoir si une des méthodes, course ou saut, provoquait des progrès plus homogènes dans le groupe. Pour mesurer ça, ils ont utilisé une technique statistique. En gros, ils calculent pour chaque joueur et chaque mesure l'écart entre sa progression perso et la progression moyenne de son groupe. Ah, d'accord. C'est ce qu'ils appellent les résidus individuels. Si les résidus sont faibles pour un groupe sur une mesure donnée, ça veut dire que la plupart des joueurs de ce groupe ont progressé de manière similaire, proche de la moyenne. La réponse est homogène. Et si les résidus sont élevés? Ça veut dire de grandes disparités. Certains ont beaucoup gagné, d'autres peu ou pas du tout. C'est une façon super intéressante de voir si une méthode est fiable pour faire progresser tout le collectif sur un point précis, et pas seulement quelques stars. Alors, les résultats de cette analyse d'homogénéité, course ou saut qui se distinguent? Oui, et les résultats sont assez tranchés et spécifiques. On le voit bien dans les figures de l'article, les figures 3 et 4. La course par intervalle a produit des améliorations significativement plus homogènes, donc des résidus plus faibles pour plusieurs indicateurs importants. Lesquels? Alors, le premier seuil ventilatoire, VT1, qui est un marqueur d'endurance aérobie de base. Les mesures de fonction cardiaque maximale, le débit cardiaque, Qmax, et le volume d'éjection systolique, SVmax. Et, de manière très nette, la vitesse de sprint sur 20 mètres. Très intéressant. Donc, si un coach veut être sûr que toute son équipe améliore son endurance de base, sa capacité cardiaque à l'effort et sa vitesse de pointe de manière assez uniforme, la course à 120% VVO2 max semble être une méthode plus prévisible. C'est ça l'idée? C'est exactement ça l'interprétation. L'hypothèse principale des auteurs, elle repose sur le contrôle de l'intensité relative. En basant l'effort sur un pourcentage de la VO2 max individuelle, on impose un stress physiologique qui est relativement similaire à chaque athlète, même s'ils ont des niveaux de VO2 max absolus différents, tu vois. Oui, je vois. Et cette standardisation du stimulus interne, eh bien, elle semble conduire à des adaptations plus prévisibles, et donc plus homogènes, au niveau cardio-respiratoire et pour la performance en course. La charge entraînement est mieux maîtrisée, disons, d'un point de vue physiologique. Logique. Et le groupe qui faisait les sauts, est-ce que eux aussi ont montré une meilleure homogénéité pour certaines qualités? Peut-être celles liées au saut, justement? Tout à fait. Mais de manière très très ciblée. Les sauts par intervalle ont conduit à des améliorations significativement plus homogènes que la course, mais uniquement pour le saut avec contre-mouvement, le CMG. Ah, seulement le CMJ. Seulement le CMG. P est égal à 0,02. Pour les autres paramètres, où la course était plus homogène, VT1, Qmax, SVmax, sprint, eh bien les sauts l'étaient moins. Ce qui veut dire plus de disparité dans les réponses individuelles pour ces aspects-là avec les sauts. Donc les sauts rendent l'amélioration du saut CMG plus homogène et la course rend l'amélioration de la course et du cardio plus homogène. Ça semble presque trop logique en fait. Comment on explique cette homogénéité spécifique au CMG pour le groupe saut? L'explication la plus probable, elle tient à la nature même de l'exercice. Le drop jump, c'est un mouvement très spécifique qui impose une charge neuromusculaire particulière liée au cycle étirement-détente, tu sais? Oui, la pliométrie. Voilà. Et même si la réponse physiologique globale peut varier, certains joueurs trouvent peut-être ça plus fatigant que d'autres, le stimulus mécanique qui est appliqué aux muscles et aux tendons impliqués dans le CMJ est assez direct,
assez répétitif. Et cette spécificité mécanique favoriserait une adaptation plus uniforme de cette qualité de saut particulière. Je vois. En revanche, c'est plus difficile de garantir que la charge interne globale, le stress sur le système cardio par exemple, soit aussi standardisée qu'avec la course à 100 VV au max. D'où peut-être une plus grande variabilité dans les adaptations sur ces autres systèmes avec les sauts. C'est clair. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, on a deux méthodes HIIT courtes qui marchent bien en moyenne pour améliorer plein de choses chez les volleyeurs. Mais si on regarde plus finement, la course basée sur la VVO max, elle, semble plus fiable pour obtenir des gains consistants sur la vitesse et le cardio dans toute l'équipe. C'est ça. Tandis que les drop jumps optimisés, eux, sont non seulement meilleurs pour la détente pure, mais aussi plus fiables pour que tout le monde améliore cette détente spécifiquement, le CMJ, de manière similaire. C'est bien ça le résumé. C'est une excellente manière de le résumer, oui. Le choix de la méthode pourrait donc dépendre des objectifs prioritaires et de l'importance qu'on accorde à l'homogénéité des gains dans le collectif. D'ailleurs, les auteurs concluent un peu dans ce sens. Ah oui. Ils suggèrent que pour optimiser l'impact sur une qualité spécifique, il faut choisir la modalité d'entraînement et l'intensité de référence les plus adaptées à cette qualité. Le bon outil pour le bon travail, en somme. Exactement. Et ça met en lumière ce dialogue constant entre le principe de spécificité, on s'améliore dans ce qu'on fait, et la gestion de la variabilité individuelle. Contrôler la charge d'entraînement de manière individualisée, c'est clé. La course à VVPO de max le fait bien pour l'aérobie et la vitesse. Les sauts optimisés le font bien pour la mécanique du saut. Mais aucune méthode ne semble garantir une homogénéité parfaite sur toutes les qualités en même temps. C'est une nuance hyper importante pour les entraîneurs, ça. On peut aussi rappeler les limites de l'étude, comme le font les auteurs eux-mêmes. Oui, toujours important. L'étude a été menée uniquement sur des joueurs masculins, donc attention à la généralisation directe aux femmes. Des facteurs comme le sommeil ou la nutrition n'ont pas été contrôlés de près, et on sait que ça joue sur les adaptations. Bien sûr. Et évidemment, ces résultats sont liés à ces protocoles très spécifiques. 11 minutes, 15 secondes on, 15 secondes off, des intensités précises. Si on change la durée, le ratio travail-repos ou l'intensité, ça pourrait modifier les résultats et l'homogénéité qu'on observe. Tout à fait. Au final, cette étude nous laisse avec des réflexions super pertinentes pour le terrain. Pour un coach, la priorité c'est quoi? Maximiser l'amélioration moyenne de l'équipe, même si ça creuse les écarts entre les joueurs, ou choisir une approche qui assure une progression peut-être moins spectaculaire en moyenne, mais plus resserrée, plus homogène dans le groupe. Mhm. Comment on jongle entre ces différentes méthodes au fil d'une saison pour développer l'équipe de façon harmonieuse? Et au-delà de la méthode d'entraînement elle-même, ça nous pousse à nous interroger sur les autres facteurs qui expliquent pourquoi certains athlètes sont des super répondeurs et d'autres moins. La génétique, le profil hormonal, le statut nutritionnel, même des aspects psychologiques comme la motivation, la perception de l'effort. Oui, tout ça. Tout ça joue un rôle dans cette variabilité individuelle qui est un vrai casse-tête, mais aussi un défi passionnant pour la personnalisation de l'entraînement. Absolument. Comprendre non seulement ce qui marche en moyenne, mais comment et pour qui ça marche le mieux. C'est sans doute là que se situe l'avenir de l'optimisation de la performance. Pour celles et ceux qui voudraient plonger encore plus profondément dans les détails, regarder les chiffres, les analyses stats, on recommande vivement la lecture de l'article original de Xufeng Zhao et Mingyang Lu. Oui, ça vaut le coup d'œil. Il est disponible dans le Journal of Sports Science and Medicine, volume 23, publié en 2024. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines explorations approfondies de la recherche scientifique appliquée au sport et à bien d'autres